Bonjour à tous et bienvenue à la table ronde régionale du Québec sur les modèles de soins flexibles pour la gestion clinique du trouble de l'usage des opioïdes. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel, je vais essayer de bien le prononcer, des Kanien'kehá:ka, donc des Mohawks. Je m'excuse si la prononciation n'est pas excellente, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Il est particulièrement important de réfléchir dans le cadre de notre session aujourd'hui, car nous savons que les méfaits associés à la consommation d'opioïdes et d'autres substances ont quand même un impact disproportionné sur les peuples et les communautés autochtones. Donc, je m'appelle Julie Charbonneau et je serai votre modératrice pour la séance d'aujourd'hui. Petite présentation, je suis pharmacienne en établissement de santé depuis 12 ans, puis mon champ de pratique est la psychiatrie, principalement les troubles psychotiques, la toxicomanie et la psychiatrie légale. Présentement, je suis pharmacienne au Douglas et certains d'entre vous m'avaient déjà vu. Je suis membre du Hub pour le EcoCHIM des troubles concomitants depuis quelques années déjà. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un groupe d'intervenants et de panélistes qui travaillent dans le domaine des troubles liés à l'usage des opioïdes. La séance d'aujourd'hui s'adresse principalement aux cliniciens, donc à vous tous, chers participants. L'objectif est de réfléchir à la manière de fournir des meilleurs soins aux personnes souffrant de troubles liés à l'usage des opioïdes. Plus précisément, comment on peut utiliser plus une approche flexible pour améliorer l'engagement et bien sûr la rétention. Comme ça, ça peut aussi avoir un impact positif sur le résultat final. Ce webinaire fait partie d'une série d'activités de transfert des connaissances pour l'essai Optima. Toutes ces activités sont axées sur le développement de modèles de soins flexibles. Il y a plusieurs événements qui sont prévus pour communiquer les résultats de l'essai, tant en milieu clinique que communautaire. En plus de ces tables rondes régionales comme vous faites partie présentement, l'équipe de transfert de connaissances organise également des ateliers communautaires au cours desquels nous présentons les résultats aux personnes ayant une expérience vivante ou vécue, puis à d'autres partenaires, bien évidemment. Nous prévoyons également d'utiliser une table ronde nationale avec un groupe multidisciplinaire, dont des cliniciens et des personnes ayant une expérience vivante ou vécue, afin de mieux comprendre comment optimiser l'engagement et la rétention pour les personnes qui souffrent d'un TLU. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, on va débuter par une brève présentation de l'essai Optima, de ses principales conclusions. On va avoir une petite période de questions si vous en avez. Puis ensuite, il va y avoir une deuxième partie avec notre panel que je vais vous présenter plus tard dans la séance, puis ça va être suivi d'une période de questions également. Quelques infos avant de débuter. Veuillez éteindre vos caméras et votre microphone pendant la session. Comme ça va améliorer des fois le streaming, la connexion. Cette session est enregistrée et le lien vers l'enregistrement sera partagé après l'événement. Si vous avez des questions, je vous encourage à les mettre dans la boîte chat qu'on va surveiller tout au long de la session. On avait prévu du temps à la fin de la rencontre pour répondre à ces questions. Si on ne réussit pas à tout répondre, les panélistes vont rester en ligne quelques minutes, entre 5 et 10 minutes après la fin de la séance officielle de 13 heures pour répondre aux questions restantes. Il y a un questionnaire pré- et post-événement qui vous permet de participer à un tirage au sort de 2 cartes cadeaux de 50 $ dans un magasin de votre choix qui inclut, dans les magasins, c'est Starbucks, Indigo ou Amazon. Puis, n'oubliez pas de mettre des commentaires, ça nous aide toujours à améliorer les futures séances. Maintenant, j'inviterai le chercheur principal de l'essai Optima, Didier Jutra-Awad, de se présenter et à présenter les résultats de sa recherche. Bonne séance. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, merci beaucoup, Suzanne. Je vois ton hochement de la tête. Alors, un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord, merci à Julie d'avoir accepté de modérer la session et peut-être de nous modérer, nous, comme panélistes, on verra. Merci à mes collègues d'avoir accepté d'être aussi panélistes sur ce webinaire aujourd'hui. Je sais que tout le monde est bien occupé avant le temps des fêtes, mais je suis convaincu que ça va être un beau moment qu'on va passer tous ensemble. Peut-être avant d'aller un petit peu plus loin, voici mes conflits d'intérêts. Ce sont des conflits d'intérêts essentiellement où j'ai accès à des produits de recherche expérimentaux pour des essais cliniques qui sont financés par des organismes publics et qui ne sont pas en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui, qui est le trouble lié à l'usage des opioïdes et les modèles de soins pour cette condition-là. Et je répéterai aussi, évidemment, qu'aujourd'hui, puis je pense qu'il y a des gens qui joignent un peu partout au Québec sur, évidemment, des territoires traditionnels, ancestraux, des peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres-là depuis des temps immémoriaux. Puis j'ajouterais aussi, évidemment, que l'étude Optima
a été, puis je vais vous en parler dans un instant, a été menée sur des territoires un peu partout de ce qu'on appelle maintenant le Canada, sur des territoires non cédés autochtones, et évidemment en soulignant à quel point certaines de ces communautés-là ont été particulièrement affectées, le sont toujours par la dépendance de façon générale, et puis aussi particulièrement là, tout ce qui touche aux troubles liés à l'usage des opioïdes. Je me permets aussi en tout début de présentation aussi de dire à quel point vous allez voir des travaux de recherche comme je vous l'ai présenté aujourd'hui, mais la recherche de façon générale, évidemment, ne se fait pas sans des gens, des participants, puis dans ce cas-ci, des gens qui vivent avec un trouble lié à l'usage d'opioïdes, qui ont accepté de participer à ce programme de recherche-là, qui, oui, par ce programme-là, avaient accès à des traitements, mais qui, bien sûr, donnaient de leur temps dans un contexte qui n'était pas toujours facile, un contexte où parfois ils se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Et je pense qu'il faut souligner cet apport-là, ce type de recherche-là, ce ne serait pas possible sans ces personnes-là. Et ce qui me permet de peut-être commencer un peu, le but de la présentation d'aujourd'hui, peut-être 10-15 minutes simplement pour vraiment lancer la discussion. Je vais vous présenter les résultats de l'étude Optima dans un instant, qui portait justement sur une stratégie pour flexibiliser les modèles de soins. Je pense que le but aujourd'hui du webinaire est évidemment de lancer la discussion à partir des données d'Optima, mais je pense je l'espère, élargir la discussion autour des stratégies pour rendre ces approches de soins-là plus flexibles. Et donc, pour lancer un peu la discussion, je vais d'abord vous présenter un peu là, l'étude Optima, comment elle avait été conçue, ses principaux résultats, vous parler un peu là, de ce qu'on peut probablement tirer de ces résultats-là de l'étude, et puis voir dans un deuxième temps avec l'ensemble de mes collègues et vous aussi, présents virtuellement, parler un peu justement de ces stratégies qu'on peut vouloir, qu'on met en place ou qu'on pourrait vouloir mettre en place pour flexibiliser les soins aux personnes qui vivent avec un trouble lié à l'usage d'opioïdes. Alors, je vous parle un peu de l'essai Optima, d'abord qui émergeait du constat que, d'une part, on a effectivement, dans le contexte du trouble lié à l'usage d'opioïdes, la chance de pouvoir compter sur un certain nombre de traitements qui sont efficaces dans les approches non pharmacologiques et aussi certaines approches pharmacologiques, principalement les traitements par agonistes opioïdes. Ce qui, évidemment, on peut le rappeler, n'est pas le cas pour tous les types de dépendance, mais c'est le cas pour la dépendance aux opioïdes avec, bon, évidemment, je n'ai pas besoin, je pense qu'il y a plusieurs convaincus que les gens qui se sont joints à la rencontre d'aujourd'hui le savent bien. On a des données maintenant là, depuis plusieurs décennies qui soutiennent l'utilisation de ces approches-là dans le traitement du trouble lié à l'usage d'opioïdes, avec des données qui montrent effectivement que ça peut permettre de diminuer l'usage d'opioïdes non régulés, données qui montrent que ça peut avoir un impact positif sur même la morbidité, la mortalité, le fonctionnement, etc. Évidemment que c'est des traitements qui ont montré leur efficacité, mais qui sont pas, évidemment, qui ne sont pas parfaits et pour lesquels il y a encore à ce jour des barrières, je dirais beaucoup de barrières du côté de l'accès à ces traitements-là, puis aussi pour les gens qui vont initier ces traitements-là, le maintien puis la poursuite de ces interventions-là. Évidemment, puis on peut en parler longtemps, ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, ces barrières-là sont variées, il y en a plusieurs, on pourra peut-être en parler avec l'ensemble du panel un peu plus tard, mais certainement qu'une des barrières qui est rapportée, particulièrement par les usagers et les gens qui pourraient vouloir avoir accès à ces soins-là ou qui ont eu accès à ces soins-là, c'est évidemment tous les requis qu'on impose aux gens qui vont bénéficier de ces traitements-là sur le plan de la supervision, ou comme vous le savez actuellement encore, il y a des requis là, de supervision étroite. Par exemple, dans la plupart des cas, on parle d'une supervision journalière, de la prise des traitements agonistes tous les jours à la pharmacie. Au Québec, c'est souvent le cas. Pendant une période de 2 à 3 mois avant de penser pouvoir avoir des doses qui sont non supervisées et qui sont rapportées, je parle des cliniciens, mais aussi par les usagers comme étant une demande ou un requis qui est très contraignant, puis qui peut décourager les gens d'avoir accès au traitement, puis qui peut rendre très, très difficile le maintien de ce traitement-là lorsque les gens vont l'initier. Et en fait, quand on regarde un peu les traitements, en tout cas, on peut certainement parler de la prénorphine naloxone. On parle d'une intervention qui a un profil quand même sur le plan pharmacologique qui est différent de la méthadone, les données le montrent, un profil d'innocuité qui est quand même, je dirais, probablement favorable, avec moins d'effets secondaires, certainement un risque de surdose qui est moins élevé pour toutes sortes de raisons pharmacologiques que la plupart d'entre vous connaissez tout à fait bien. Mais avec le constat, du moins jusqu'à récemment, que nos modèles de soins, peu importe qu'on utilise la buprenorphine
du moins Péros et la méthadone, que les modèles de soins étaient assez similaires, avec, je dirais, une exigence de supervision, des exigences qui sont élevées, avec encore un peu, comme je le rappelais, là, un requis de prendre cette médication-là de façon supervisée, étroite tous les jours pendant une période de quelques mois en début de traitement, malgré un profil d'inocuité, du moins dans le cas de la buprenorphine naloxone, qui en tout cas, nous laisse penser qu'il peut y avoir un modèle de soins qui est plus flexible avec moins de supervision vu le profil de sécurité. Alors, c'est un peu, je dirais, ce qui nous a, qui a fait initier, je dirais, l'étude Optima, avec donc l'objectif de tester une nouvelle façon de faire, où on fait un modèle de soins qui serait plus flexible avec la buprenorphine naloxone, moins contraignante, avec très rapidement en début de traitement des doses qui seraient non supervisées. L'étude Optima a fait une étude, ce qu'on appelle une étude de non-infériorité. Donc, ce qu'on cherchait à démontrer, c'est ce que le fait de rendre un traitement avec buprenorphine naloxone plus flexible, avec moins de supervision directe, pourrait nous permettre d'atteindre des résultats comparables à notre modèle standard étroitement supervisé avec la méthadone. Donc, c'est un essai contrôlé randomisé. Pragmatique, donc vous allez le voir un peu, on n'a pas sursélectionné je dirais, des participants qui par exemple, auraient été très, très, très stables ou qui ne représentent pas, en fait, finalement, la population qu'on va traiter couramment. Une étude évidemment ouverte, donc on ne peut pas évidemment cacher aux gens qui prenaient la buprenorphine ou la méthadone, multicentrique. Donc, vous voyez un peu une étude qui a été menée à Montréal, en Ontario, à Toronto particulièrement. On avait aussi un site à Sudbury, à Calgary et à deux sites là, finalement à Vancouver. Le design de l'étude, en fait, c'est qu'on avait des gens là, qui étaient randomisés, on initiait le traitement, qui étaient vus toutes les 2 semaines avec notamment un test urinaire là, qui était l'issue principale pendant une période de 6 mois. Et vous voyez un peu, là, je dirais, là, la buprenorphine, la méthadone était administrée selon les modalités habituelles, avec la particularité pour la buprenorphine que dès 2 semaines après l'initiation du traitement, les cliniciens avaient la suggestion d'octroyer une semaine de dose non supervisée aux personnes qui participaient à l'étude. Et au bout de 4 semaines de traitement, la recommandation était que les gens puissent avoir accès à 2 semaines de dose non supervisée. Évidemment, lorsque ça était sécuritaire, s'il y avait vraiment des raisons majeures de penser qu'il serait contre-indiqué de faire comme ça, le médecin avait la possibilité là, de maintenir des modalités de supervision un peu plus étroites, comparativement à un modèle avec la méthadone, qui est le modèle habituel. Vous voyez un peu les critères d'inclusion, exclusion. Je dirais, on a eu une diversité de gens. Essentiellement, on a recruté des gens qui avaient un trouble à l'usage d'opioïdes de type ordonnance, donc qui n'étaient pas principalement liés à l'héroïne, donc il faut être lié à toutes sortes d'autres opioïdes. Évidemment, on dit de type prescription parce que on sait évidemment que les opioïdes qui sont autres que l'héroïne sont sur le marché, parfois viennent de prescriptions qui sont utilisées de façon non thérapeutique, mais viennent aussi souvent de sources non régulées, par exemple, des laboratoires, par exemple, où évidemment la qualité là, des opioïdes est questionnable, mais qui donc des sources qui sont très, très présentes dans le marché actuel. Des gens qui acceptaient d'être randomisés à la buprenorphine ou à la méthadone. On excluait les gens qui avaient vraiment des conditions psychiatriques ou médicales instables uniquement si ça empêchait une participation sécuritaire. Mais donc, il n'y avait pas de critères de facto d'exclusion de gens, par exemple, avec des troubles psychiatriques et qui faisait, par exemple, en sorte qu'on a eu, je dirais, une population diversifiée, souvent instable, parfois en situation de précarité, qui représente aussi, je crois, là, la diversité de gens qu'on va évidemment rencontrer cliniquement, là, peu importe là, dans le contexte dans lequel vous œuvrez. Alors, peut-être quelques données. On a recruté là, 272 participants avec un âge moyen un peu sous les 40 ans, davantage d'hommes que de femmes, et quand même peut-être un tiers de femmes. Vous voyez un peu là, les doses moyennes de 20 mg pour la buprenorphine, 80 mg pour la méthadone. De 80 mg pour la méthadone, bon, je pense que c'est une dose moyenne relativement attendue. Il faut se rappeler que c'est aussi un protocole qui avait lieu sur 6 mois. Donc, on sait parfois avec la méthadone qu'il peut y avoir des ajustements même qui peuvent prendre un peu plus de temps, mais vous voyez un peu les dosages là. Vous voyez là, une part importante des gens qui prennent buprenorphine naloxone qui ont finalement reçu des doses emportées. Il y avait une bonne partie des gens qui n'en ont pas reçu, qui éventuellement étaient des gens qui passaient à un autre traitement agoniste, parce que les gens, évidemment, étaient randomisés à un traitement, mais si ça ne convenait pas cliniquement, qu'il y avait des indications de changer de traitement, les gens pouvaient changer de traitement. Et c'est ce que vous voyez en bas à droite, où vous voyez là, qu'il y a une personne sur 5 dans le groupe buprenorphine qui a finalement passé à un autre traitement
agonistes, puis à peu près un peu plus d'une personne sur 10 pour la méthadone. Données qui ne sont peut-être pas tellement surprenantes, là, sachant aussi évidemment que la transition de la buprenorphine vers un autre traitement est en général plus simple un peu, là, certainement que le passage de la méthadone à une autre modalité thérapeutique. En termes de traitement, en fait, là, vous avez là, évidemment, c'est vraiment un résumé. Ce que vous voyez, puis je le résumerai ainsi, là, je ne présente pas tous les tableaux aujourd'hui, mais on a confirmé notre hypothèse de non-infériorité. Vous pourrez avoir accès là, au papier qui a été publié dans les derniers mois avec les données principales là, complètes, mais essentiellement, on a confirmé l'hypothèse de non-infériorité avec dans toutes nos analyses primaires, mais aussi toutes nos analyses de sensibilité où la buprenorphine était toujours non inférieure à la méthadone pour ce qui est de la diminution de la consommation d'opioïdes basée sur le dépistage urinaire, avec même plusieurs de nos analyses qui montraient que la buprenorphine dans certains sous-groupes-là s'avérait en fait supérieure à la méthadone. Par ailleurs, quand on regarde les taux de rétention, on voit que les gens qui étaient sous buprenorphine avaient une rétention moins élevée que le groupe sous méthadone pour le traitement qui leur était assigné. Donc, il y avait plus de gens assignés à la buprenorphine qui allaient éventuellement ne pas poursuivre au long cours le traitement avec la buprenorphine. Quand on regarde le taux de rétention pour tout type de troubles de traitement agoniste, c'est-à-dire les chances que quelqu'un, peu importe le traitement qu'on lui a donné, va continuer un traitement agoniste, peu importe lequel, là, évidemment, les taux étaient similaires ou en tout cas pas statistiquement significativement différents. Et pour ce qui est des effets indésirables, essentiellement, on n'avait pas de. Il y a du détail dans ça. Là. Il y avait certains effets, notamment sur le plan sexuel, évidemment, qui étaient plus importants avec la méthadone, mais sur le plan des effets sexuels, des effets indésirables sévères, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Puis notamment, on n'a pas eu plus là, de surdose dans notre modalité de traitement qui était moins étroitement supervisée. Voyez aussi, puis là, je n'ai pas le temps d'en parler en détail aujourd'hui, mais on a un certain nombre là, de publications qui ont été faites ou qui sont en cours. Il y a une petite coquille, là, Christina McNulty, en fait, son nom, c'est McNulty. Il y a une erreur. Mais on voit ici, dans le fond, pour une panoplie d'autres issues, en fait, les résultats essentiellement avec la qualité de vie qui s'améliore dans les deux groupes, avec, pour ce qui est du craving, une tendance à l'amélioration du craving plus rapide, en tout cas du moins en début de traitement avec la buprenorphine naloxone. Sur le plan de la santé mentale, par ailleurs, il semble avoir une amélioration dans les groupes, idem pour la satisfaction. Douleur, on est encore en train d'explorer un peu les détails de ces données-là. Une des données là, qui semble un peu plus évident, un signal qu'on a, c'est qu'il y aurait davantage, il y aurait une récupération une altération de la fonction sexuelle dans le groupe buprenorphine, alors qu'il y a une détérioration, particulièrement chez les femmes, dans le groupe méthadone. Alors, essentiellement, là, puis évidemment, on pourra en discuter plus longuement avec l'ensemble du groupe aujourd'hui. Mais je pense que nos données, en fait, semblent donc confirmer qu'un modèle de soins qui est plus flexible avec moins de supervision est d'abord sécuritaire, certainement non inférieur, même supérieur là, pour la diminution de la consommation d'opioïdes. Et par ailleurs, tout de même, qui est associé à une rétention plus faible sur le traitement lui-même. Lorsqu'on initie un des deux traitements pour la buprenorphine naloxone, il semble y avoir moins de gens qui vont demeurer sous ce traitement-là, mais une rétention qui est similaire pour n'importe quel trouble à l'usage, n'importe quel traitement agoniste. Ce qui nous laisse aussi penser que probablement pour la buprenorphine, c'est un traitement, surtout si tu es en première intention, qui est un traitement qui permet aussi, j'aurais peut-être un peu plus de flexibilité en termes de passage à un autre traitement agoniste, ce qui est peut-être un peu ce que les données semblent nous indiquer, qui, d'une part, d'un côté, là aussi, je pense, encourager la réflexion d'abord sur le plan de la supervision, avoir probablement une approche peut-être un peu plus pragmatique, peut-être même critique de nos modèles de soins qui sont très, très stricts. Puis du moins, lorsqu'on utilise la buprenorphine naloxone, nous invite à peut-être reconsidérer des habitudes qu'on a, surtout développées à l'époque de la méthadone, avec une supervision qu'on exigeait journalière, avec peut-être un peu plus de flexibilité qui est possible et qui semble nous montrer que ce n'est pas moins sécuritaire ou moins efficace. Je pense que ça encourage certainement à
évidemment à suivre les guides de pratique qui sont en place, mais aussi maintenir ce dialogue-là, des discussions. Je serais peut-être un peu plus proactive avec les gens qu'on a en traitement pour déterminer c'est quoi les modalités, notamment les modalités de supervision qui sont adéquates pour cette personne-là, pas uniquement basées sur des habitudes historiques, mais peut-être basées sur les besoins réels de cette personne-là, sachant que parfois la flexibilité peut être un avantage pour les gens, sachant que parfois aussi cette flexibilité-là n'est pas nécessairement ce que la personne, paradoxalement, peut souhaiter ou ce qui est le mieux pour elle. L'autre élément aussi, puis bon, certains l'auront peut-être noté, c'est que nos résultats dans Optima, qui est une étude assez pragmatique, semblent nous indiquer que notre rétention, la diminution de la consommation d'opioïdes n'était certainement pas aussi bonne que ce qu'on a vu dans des études qui étaient menées à l'époque de populations qui utilisaient davantage d'héroïne. Et ça, bon, j'ai beau être un optimiste de nature, mais ça, je pense qu'on peut pas, c'était pas le but principal de l'étude, mais je pense qu'il faut le souligner, puis il faut le prendre en note, nos traitements. À mon avis, peut-être le message à garder de ça, en tout cas sur quoi il faut se questionner, c'est que nos traitements agonistes, dans le contexte actuel, avec le type d'opioïdes que les gens consomment, ne sont peut-être pas aussi efficaces que ce qu'on croyait, peut-être pas aussi efficaces que dans le contexte d'études qu'on a menées il y a 15-20 ans, avec des efficacités qui étaient souvent très, très, très marquées. Alors, certainement quelque chose à réfléchir là. J'en profiterai peut-être avant de passer avec le groupe pour remercier évidemment les données là, que je vous ai présentées, qui est un peu le point de départ de la discussion d'aujourd'hui. Tout ça n'est pas possible évidemment sans les gens qui ont participé à l'étude, des gens avec l'expérience vécue qui ont contribué à faire d'Optima ce que ça a été. Évidemment, toute l'équipe de recherche sans qui ça n'aurait pas été possible. J'ajoute aussi une panoplie d'étudiants, certains sont en ligne aujourd'hui, qui contribuent à faire en sorte qu'on a accès aux données, qu'on les utilise, qu'on permet de les publier, puis aussi de partager ces résultats-là avec la communauté. On avait un groupe de statisticiens mené par Benoît Masse, Omar Ledjar, qui était exceptionnel. Des gens au DSMB, évidemment, qui nous ont beaucoup aidé à mener Optima de façon sécuritaire. Vous avez là les photos là, de mes collègues co-investigateurs sur ce projet-là, avec qui ça a été une très, très belle aventure que l'aventure d'Optima. Alors, évidemment, je remercie toutes ces personnes-là. Et merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. Et c'est ce que j'espère va peut-être lancer la discussion qu'on peut avoir avec mes autres collègues qui sont là. Je te repasse la parole, Julie. Merci beaucoup, Didier. C'était super intéressant, les conclusions de ton étude. On avait dit qu'on allait avoir une petite période de questions après la présentation, mais si vous me permettez, je vais regrouper les questions juste à la fin. Comme ça, on va avoir un peu plus de temps pour discuter avec les panélistes. Donc, maintenant, à votre tour, chers panélistes, je vais vous laisser quelques minutes pour vous présenter puis me dire un peu votre rôle et la perspective de votre travail. Je vais commencer par Marie-Ève. Bonjour tout le monde, Marie-Ève Goyer, je suis un médecin de famille. Je pratique dans une clinique qui s'appelle Relais, qui est située dans la clinique externe de l'hôpital Notre-Dame. C'est une clinique de traitement agoniste opioïde dite à bas seuil pour des clientèles en situation de précarité. Et je suis la directrice scientifique de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance en itinérance avec laquelle on a produit plusieurs outils qui pourront vous soutenir. Là, je vous les mettrai dans le chat au fur et à mesure aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je passe la parole à Suzanne. Alors, bonjour, je suis Suzanne Brissette, je suis médecin en médecine des toxicomanies au CHUM. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de recherche d'Optima. Je surveillais d'ailleurs les événements indésirables, alors je peux confirmer que c'était safe et sécuritaire. Et voilà, je suis particulièrement intéressée au traitement de l'usage des opioïdes. Et merci beaucoup, Suzanne. Je vais passer la parole à Isabelle. Bonjour, Isabelle Têtu, infirmière praticienne en première ligne à la Coop SAPSA à Québec, principalement avec une clientèle désaffiliée et marginalisée. Puis on a quand même beaucoup de patients, plusieurs patients sur TAO. Merci beaucoup, Isabelle. Et enfin, et non le moindre, Pierre-Benoît. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Pierre-Benoît Tremblay, pharmacien propriétaire de 2 Pharmaprix au centre-ville de Montréal, donc avec une faune bigarrée, beaucoup de patients dépendants qui ont des problèmes de dépendance. Je suis également clinicien associé à l'Université de Montréal à la faculté de pharmacie. Donc, après ce tour de présentation, on va attaquer le vif du sujet avec le premier bloc. Donc, on parle beaucoup de flexibilité. Donc, je vous relance un peu la question, chers panélistes. Quand on pense à flexibilité dans les soins chez les personnes souffrant de troubles d'usage aux opioïdes, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Je vais commencer, puis tu m'arrêteras, Julie, parce que c'est sûr que je pourrais vous entretenir pendant des jours sur cette question-là. J'ai envie de dire 2 choses. Je pense que la première chose qu'on devrait se poser comme clinicien,
c'est et si c'était moi? Je pense que c'est vraiment une question qui peut nous aider comme cliniciens un peu tout le temps. Et si c'était moi qui devais faire des tests urinaires parce qu'on ne me croit pas? Et si c'était moi qui devais aller tous les jours en pharmacie, prendre un médicament que tout le monde sait c'est quoi et ouvrir la bouche? Qu'est-ce que ça causerait dans ma vie? Si je devais avoir des rencontres médicales très, très fréquentes, est-ce que je serais capable de faire ma vie? Est-ce que je serais content? Comment je me sentirais? C'est un bon... c'est une bonne ligne directrice, je trouve, première chose. Deuxième chose, pour faire du pouce sur ce avec le quoi Didier nous a laissé, je pense qu'il faut quand même se dire collectivement qu'on est dans un très grand changement de contexte de pratique qu'on n'a jamais vu. Un contexte de crise des surdoses, de beaucoup de décès, d'augmentation de la tolérance, de fentanyl, et un peu comme Didier le laissait entendre, on a l'impression aussi que peut-être on perd du terrain par rapport à l'efficacité de certains de nos traitements. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose où il faut qu'on se mette en mode changement de paradigme et qu'on réalise que l'historique au Québec, au Canada, et me direz-vous, dans le monde des traitements agonistes opioïdes, c'est une historique beaucoup de peur et de contrôle. Ça vient de la guerre à la drogue, ça vient d'une histoire et je pense qu'on est rendu à se poser la question si on a encore envie de travailler comme ça. De se rendre compte aussi qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures, ou en tout cas que nos patients qui ont la force mentale et le courage de venir vers nous pour dire « j'ai besoin d'aide, peux-tu m'aider, me prescrire un traitement ?» Comment ça se fait que ceux-là, ils doivent aller tous les jours en pharmacie, faire un peu le parcours du combattant, alors qu'on ne fait pas ça avec plein d'autres maladies, ne serait-ce que la prescription d'opioïdes en douleur chronique non cancéreuse. Donc, on se retrouve quand même devant 2 poids, 2 mesures. Et je pense qu'effectivement, dans un contexte de contamination importante du marché illicite et de surdose, on est en mesure de se demander, comment on va vouloir gérer le risque. Je porte à votre attention aussi là, dans ce que Didier a dit, puis excusez-moi pour le bruit derrière, je suis à l'hôpital, que nos lignes directrices du Collège des médecins et des ordres professionnels ont aussi bougé et je leur lève mon chapeau. Je vous mettrai dans le chat là, les lignes directrices, mais on peut maintenant donner des doses à emporter de l'ensemble des TAO. Mais évidemment, pour chacun des TAO, il faut toujours peser les pour et les contre. Je veux quand même vous dire que nos ordres professionnels nous laissent donner jusqu'à 1 mois de buprenorphine naloxone en dose à emporter. Et pour les autres molécules, ils nous invitent à la précaution, mais à toujours faire la balance du risque et à utiliser notre jugement professionnel. C'est donc dire qu'il n'y a pas de one size fits all et qu'il faut, pour chaque patient, peser les pour et les contre. Marie-Ève, oui. C'était super intéressant. Mais tu as dit tellement de choses intéressantes. Pas une chance. Ça donne envie de poser d'autres questions et de relancer d'autres panélistes. Mais c'était très bien. Donc, en pratique, Marie-Ève, elle a nommé beaucoup de petits points. Mais qu'est-ce que vous faites en pratique pour justement appuyer ce jugement clinique-là, pour faire en sorte que la flexibilité au quotidien paraît dans votre pratique? Moi, je dirais, dans le fond, j'ai des patients que je leur demande, puis j'ai commencé ça au départ, là, quand j'ai commencé à faire du traitement TAO, puis souvent, c'est eux autres qui me le disent. C'est des gens que je donnerais des doses emportées, puis qui me disent, non, il faut que j'aille tous les jours à la pharmacie, parce que c'est ça que je faisais de mes journées, courir de la dope, courir de l'argent, courir ci, fait qu'il faut que j'aille à la pharmacie. J'ai même un patient qui m'a demandé de changer de pharmacie pour qu'elle soit plus loin, qu'elle a l'impression de courir, d'avoir un grand bout de chemin à faire pour occuper une partie de sa journée. Fait que, je pense qu'on est, en tout cas pour ma part, j'étais super strict au départ. Puis quand j'ai commencé à le demander aux patients, c'est genre, ils étaient plus stricts que moi. Fait que j'ai l'air plus flexible dans plusieurs cas parce que justement, je leur laisse plus de lousse qu'eux autres s'en laissent eux autres mêmes. Là. Et est-ce que pour les autres panélistes, comment vous faites ça en pratique? Je pense que Suzanne, tu voulais parler un petit peu.
Non, mais en fait, ils sont en train de dire tout ce que j'aurais voulu dire. Fait que il n'y aura pas de désaccord bien gros sur le panel. Je pense que la flexibilité, d'abord, il n'y a pas, comme disait Marie-Ève, il n'y a pas une one size fits all. Ça s'évalue avec chaque patient. Puis ça s'évalue aussi, je dirais, en fonction du confort et de l'expertise du professionnel. Parce que quand on commence dans cette pratique-là, très souvent, c'est comme on n'a pas vu à l'université, ou presque pas, ou très peu. C'est une population qui est souvent déjà cataloguée comme difficile et problématique, alors que ce n'est pas toujours le cas. Fait que je pense qu'il y a une expérience à acquérir, il y a une évaluation appropriée du patient à faire. Puis ce que je dirais, c'est qu'Optima, on se sentait bien libéraux en donnant de la Suboxone pendant 2 semaines. Et quelques mois plus tard, le COVID arrivait, puis on donnait de la méthadone pendant des semaines aux patients sans autre forme de procès. Et on s'est rendu compte, parce qu'au début, on avait un peu cet inconfort-là, je dirais, puis on s'est rendu compte que, ben non, il n'y arrive pas de drame. Il faut juste avoir la discussion avec le patient, comme dit Isabelle et comme dit Marie-Ève, voir qu'est-ce qu'il faut voir la situation du patient, évidemment, dans son ensemble. Il y a une différence entre un patient qui est chez lui, stable, avec une famille, puis le patient qui est itinérant, schizophrène au centre-ville à Montréal. Fait qu'il faut évaluer chaque situation. Puis je rajouterais aussi qu'on parle beaucoup de flexibilité dans la prescription. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une flexibilité dans les rendez-vous. Parce qu'on a appris aussi à faire beaucoup en télésanté pendant la COVID et on s'est rendu compte que c'était pas mal plus convivial et faisable et même efficace que ce qu'on aurait pu penser. Puis finalement, ce que je dirais peut-être aux médecins qui ont moins d'expérience, c'est que, un peu comme disait Marie-Ève, les patients sont souvent catalogués et les médecins perdent un peu leur réflexe naturel et ce qu'ils ont appris en médecine quand ils évaluent des patients toxicomanes. Alors, plutôt que de conclure à l'échec d'un traitement ou un patient qui est difficile ou pas très bon quand un médicament ne marche pas, c'est pas ce qu'on fait avec d'autres maladies, c'est pas ça qu'on fait avec l'hypertension, c'est pas ça qu'on fait avec le diabète, c'est pas ça qu'on fait avec la dépression. Il faut revenir, je pense, à nos réflexes naturels de professionnels de la santé puis dire qu'est-ce qui fait que ça marche pas plutôt que de dire le patient est pas bon ou le traitement est carrément pas bon. Je pense qu'il faut revenir à la base. C'est intéressant. Puis ce que j'entends, c'est qu'au début, on pourrait avoir des craintes initiales de la flexibilité. Ça peut faire peur. Suzanne, tu nous parlais de l'expérience du clinicien. Mais on peut tout avoir ces peurs-là. Mais donc, quels ont été vos trucs? Surtout en communautaire. À l'hôpital, des fois, on les voit plus souvent. Des fois, on a un peu moins peur. Mais en communautaire, on ne les voit pas, ces patients-là, ils partent chez eux. Donc, ça a été quoi vos trucs pour gérer vos propres craintes, vous, initialement, soit initialement ou actuellement, aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si Pierre-Benoît, tu veux parler en communautaire. Oui, bien exactement. Donc, les pharmaciens, on a la chance de voir les patients souvent plus régulièrement que les autres professionnels. Fait qu'on a un contact vraiment privilégié avec eux. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'établir une relation de confiance dès le départ, d'enlever les stigmas qui sont reliés à ces traitements-là. Les gens arrivent, des fois, ils ont vraiment des préjugés ou des appréhensions. Donc, c'est d'essayer de vraiment dédramatiser le traitement à la base. Puis ensuite de ça, avec la relation de confiance, c'est que vraiment de s'assurer que les patients vont vraiment nous dire exactement qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc, puis c'est ça qui est fun, par exemple, avec la buprenorphine, c'est que déjà, pendant que ça fond sous la langue, on a quand même 5 minutes devant nous. Donc, on a le temps quand même de leur poser des questions, de voir un peu leur état général, etc., un peu leur santé mentale, leur santé physique. Donc, et puis s'il arrive quelque chose, dans la majorité des cas, les patients, ça fonctionne très, très bien. Mais par contre, si ils sont un peu déstabilisés pour une raison ou une autre, bien, on va pouvoir le voir, ils vont pouvoir nous en parler si on voit qu'ils prennent un kit de prévention. Donc, ça permet d'amorcer une discussion, de voir où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, c'est ça. En général, ça va très, très bien. Puis, on est là, on est vraiment, vraiment très près d'eux. Donc, on les voit relativement régulièrement. Donc, s'il y a quelque chose, bien, eux, on veut vraiment les inviter à nous en parler. Puis après ça, s'il y a quelque chose, bien, naturellement, on fait partie d'une équipe de traitement. Donc, on va pouvoir communiquer aussi l'information au reste. Donc, je pense qu'à prime abord, donnons-leur la chance de faire leur preuve. Ils sont capables de gérer leur médication puis de ne pas stigmatiser le traitement. Puis s'il y a un problème, bien, on est là, tout simplement. Donc, une façon de gérer la part de la flexibilité, en fait, c'est d'établir une relation de confiance puis de leur parler
C'est ça que je comprends. Fait que ça rejoint un peu quand on parle de décision partagée, qui des fois, on l'oublie un peu dans notre pratique, quand on traite la toxicomanie. C'est ça que je comprends. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, chers panélistes? Ben, peut-être juste rajouter de se poser la question. Je trouve que des fois, ça vaut la peine de s'asseoir en équipe et de se dire de quoi on a peur. On parle de quoi ici comme risque? Est-ce que c'est un risque potentiel? Est-ce que j'ai peur que le patient prenne toutes ses doses à emporter et décède parce que je le sens suicidaire et impulsif? Est-ce que j'ai peur que le patient vende et j'ai peur parce qu'il y a des enfants à la maison et je ne suis pas sûre s'il y a un endroit sécuritaire pour déposer sa médication? Je pense qu'il faut faire l'exercice. Et c'est pour ça que je vous ai mis dans le chat une espèce d'aide décisionnelle. Il n'y a aucune réponse, mais il y a des questions, je pense, qu'on peut se poser systématiquement et qu'on peut discuter avec le patient. Parce que toutes ces questions-là ne se gèrent pas de la même façon. Puis je pense que ça revient à la relation de confiance. Si on met ça à plat, puis on a cette franche discussion-là, bien non seulement on est capable d'aplanir, mais on est aussi capable d'expliquer nos décisions sans rentrer dans le conflit ou que ça soit coercitif. Donc, je pense qu'il y a des choses au niveau de la sécurité de la communauté, de la sécurité du patient, ces questionnements-là qu'on devrait se poser systématiquement. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Tu sais, par exemple, c'est quoi les avantages en pratico-pratique de leur donner beaucoup de doses? J'ai compris que c'était, il y avait un sentiment des fois libérateur, il y avait un sentiment de décision partagée, mais est-ce que ça fait autre chose dans votre pratique, le fait de leur laisser plus de lousse? Est-ce que je peux revenir juste à oui. Une petite question, 2 secondes? Je pense que, tu sais, si Marie-Ève et moi, on a la chance de travailler dans des milieux bien staffés, je dirais. Et c'est facile la discussion d'équipe pour nous parce qu'il y a plein de monde autour de nous. Pour ceux qui sont peut-être dans des milieux dans des milieux où ils pratiquent en solo, des choses comme ça, je dirais que je pense que de pouvoir discuter avec le pharmacien communautaire ou avec les intervenants qui connaissent le patient ne sont pas toujours connus dans un hôpital, mais peuvent être connus dans un service de proximité, dans une UMF, peu importe. Je pense que la discussion est importante. Puis, Marie-Ève va mettre les liens. Je n'ai pas le temps de regarder dans le chat, mais il y a plein d'organismes et d'endroits où vous pouvez appeler quand vous avez besoin d'aide si jamais il y a des questions plus pointues qui se posent. Puis là, j'ai oublié c'était quoi la question que tu venais de poser. Je suis désolée. Mais on parle beaucoup des craintes qu'on avait de la part de la flexibilité, mais au quotidien, là, quand vous en donnez du lousse, vous donnez plus de flexibilité. Est-ce que vous en voyez d'autres avantages pratico-pratiques? Est-ce que ça vous permet de voir plus de gens, en fait? Est-ce que ça permet d'élargir l'offre de soins? Qu'est-ce que ça vous fait en pratico-pratique? Je ne suis pas certaine que j'irais jusqu'à dire que ça me permet de voir plus de patients. Par contre, je pense que d'une part, tu sais, on dit aux toxicomanes qu'il faut qu'ils changent de milieu, il faut qu'ils retournent aux études, il faut qu'ils retournent travailler. C'est tous des objectifs à court, moyen, long terme. Mais vous allez m'expliquer comment on fait ça quand il faut aller à la pharmacie tous les jours, à la clinique 1 fois par semaine. Je trouve que ça entre en contradiction fondamentale. On veut les responsabiliser, on veut les rendre plus matures d'une certaine façon. Alors, c'est sûr qu'on ne passera pas de 0 dose à 1 mois tout d'un coup, là, sauf peut-être pendant la pandémie, mais puis c'est un mécanisme de renforcement aussi. Quand on dit aux patients, regarde, tu évolues bien, tu atteins tes objectifs graduellement, pourquoi tu irais à la pharmacie tous les jours? Puis des fois, c'est un peu comme Isabelle disait, c'est les patients qui vont nous dire non, moi, j'aimerais mieux continuer à y aller 1 fois par semaine parce que j'ai peut-être peur. Alors, ça responsabilise les patients et c'est vraiment eux qui participent à la gestion de leur traitement et c'est fort intéressant. Bien, donc à partir de là, on vient de parler un peu de la pandémie, et je vais attaquer le deuxième bloc. Donc, la pandémie, elle a changé nos pratiques. Hein? Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Fait que maintenant, y a-t-il des approches ou des pratiques qu'on faisait avant la pandémie que maintenant, ils ont changé? Puis des approches qu'on ne faisait pas, puis qui ont émergé. Donc, qu'est-ce qui a changé en gros? Qu'est-ce qui a été enlevé? Qu'est-ce qui a été rajouté? Je vous laisse la parole. Moi, Julie, peut-être je me permettrais de reprendre la parole, mais pas avec mon chapeau d'investigateur, mais plus mon chapeau de clinicien psychiatre qui travaille avec ces clientèles-là.
Puis ça peut être le pont entre la question précédente et celle-ci. C'est l'idée que dans les bénéfices, à mon avis, c'est que ça humanise drôlement les discussions qu'on a avec les patients. Moi, j'ai eu longtemps cliniquement une espèce d'inconfort de me sentir comme quand il venait la discussion sur les doses non supervisées, c'était un peu de me sentir comme le bouncer de service, puis un peu la police, qui n'est pas un rôle du tout agréable, qui rend un peu, je pense, souvent les discussions thérapeutiques un peu transactionnelles, puis un peu déshumanisantes, je pense, pour les gens. Puis d'avoir des discussions, finalement, on est plus à la recherche des meilleures modalités pour cette personne-là, avec un peu plus de flexibilité, notamment pour les doses non supervisées. Je trouve que ça vient vraiment, vraiment humaniser ces discussions-là, puis les recentrer autour des besoins de la personne, plutôt que d'être dans une dynamique de contrôle. Puis ça, je trouve que ce n'est pas bénin pour la relation thérapeutique, c'est pas bénin dans le suivi de ces personnes-là. Marie-Ève, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien, en fait, effectivement, une des plus grandes barrières qu'on a, c'est cette barrière-là relationnelle. Quand on se positionne un peu en juge, puis en police, puis on vient de cette histoire-là, c'est sûr que ça induit plein de choses au niveau de la relation thérapeutique. Après, pour répondre à ta question, Julie, et peut-être passer la parole à Pierre Benoît, pour moi, une des grandes choses il y a deux grandes choses, je pense, qui méritent, puis peut-être Suzanne aussi, je te passerai la parole. Un, c'est l'arrivée de la téléconsultation en traitement agoniste opioïde qui change beaucoup de choses pour nous. Mais deux, c'est le changement du rôle du pharmacien communautaire, qui était déjà en marche avec des nouvelles lois, puis qui a été propulsé par les amendements qui ont été faits en COVID et qui sont encore là. Pierre-Benoît, je te laisserai expliciter là-dessus, mais je veux quand même porter à notre attention collective, vu qu'on est en train de se parler de comment on peut démocratiser puis flexibiliser, à quel point maintenant les pharmaciens communautaires ont dans leurs mains des outils et des clés pour soutenir, surtout quand on est dans le contexte de manque de staff puis manque de prescripteurs. Les pharmaciens ont toujours pu ajuster à la baisse les opioïdes, quelques opioïdes qu'on parle pour des raisons de sécurité. Mais là, la grande nouveauté, puis là, il va y avoir des besoins d'enseignement, de formation, c'est qu'ils peuvent aussi augmenter les doses de traitement agoniste opioïdes si on se met d'accord ensemble sur la dose maximale, la façon de le faire. Pour moi, c'est une révolution pour les patients. Parce qu'ils n'auront plus nécessairement à venir voir leur médecin tout le temps si on s'est bien entendu. On peut laisser partir un patient pour quelques semaines avec des consignes claires sur la fréquence d'augmentation. On pourrait même voir avec le pharmacien si le patient ne se présente pas quelques jours consécutifs en pharmacie pour les redosages. Donc là, le monde s'offre à nous. Je passe la parole, alors je ne vais pas parler pour toi, Pierre Benoît, mais porter à votre attention qu'on a mis en mots toutes les nouveautés pour les pharmaciens au niveau légal. Si vous voulez les regarder, là, je vais vous les mettre dans les chats, dans le chat sous forme on a fait un document pour mieux expliciter ça. C'est vrai, Marie-Ève, que ces nouveautés-là nous ont permis vraiment de rendre ça beaucoup plus flexible. Et ça, c'est un avantage inouï, comme j'ai dit. Donc, les pharmaciens sont les professionnels qui vont les voir le plus souvent, dans la majorité des cas. Donc, on est vraiment aux premières loges. S'il y a un problème qui se passe, s'il y a un ajustement à faire, soit à la hausse, soit à la baisse, on peut, dans certaines conditions, justement, l'effectuer. On peut aussi prescrire des médicaments qu'on ne pouvait pas prescrire autrefois. Que ce soit pour des symptômes de sevrage ou d'autres besoins, genre constipation, etc., aussi santé physique. Donc ça aide vraiment beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment apporter plus. Puis tous les autres pouvoirs que l'on a maintenant aussi avec la loi 41. Donc, ça élargit vraiment beaucoup. Donc, on peut vraiment prendre le patient en charge pour beaucoup, beaucoup de problèmes, ce qui fait que le suivi avec le médecin ou l'infirmière peut être des fois espacé. C'est pas remplacé, au contraire, c'est vraiment un travail d'équipe. De toute façon, quand on apporte des changements ou quand on va ajouter des médicaments que nous, on peut prescrire, alors on va quand même aviser l'équipe traitante. Donc, l'équipe traitante au complet est toujours au courant des changements qui ont été effectués. Donc ça nous a ouvert la voie à une nouvelle ère et c'est vraiment tant mieux pour nos patients. On peut vraiment les prendre en charge d'une façon beaucoup plus efficace. Donc, pour faire un peu de pouce avec ton point, Pierre-Benoît, du point de vue pratico-pratique, vu qu'on maintenant on a des nouvelles possibilités, est-ce que tu aurais des exemples, des conseils, des choses pratiques, des réflexes à développer pour justement améliorer cette prestation de service-là?
Bien, c'est ça, juste un truc de base en général, c'est de prescrire la naloxone. Donc, des fois, peut-être que le médecin va l'oublier, mais c'est très, très important au niveau de la naloxone d'en prescrire, de l'expliquer non seulement au patient, mais de l'expliquer à son entourage, famille, amis, pour savoir l'utiliser en cas de problème. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite de ça, mon Dieu, là, j'essaie de réfléchir. As-tu des idées des fois, Julie? Non, mais des fois, on développe des réflexes. Maintenant, c'est un peu plus libéral, la flexibilité. Est-ce qu'on devrait développer des questions, des exemples de questions que, au lieu de juste remettre les doses, est-ce qu'on devrait prendre plus 5, 10, 15 minutes à chaque fois, poser quelles questions on devrait poser pour revenir un peu avec le prochain? Oui, à chaque fois qu'on voit le patient, c'est sûr qu'on fait une petite évaluation, donc l'état général, puis là, on laisse parler le patient, on va savoir un peu, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, etc., puis comment va son traitement. Donc, c'est toujours, naturellement, comme pharmacien, l'efficacité, l'innocuité, l'observance. L'observance, c'est sûr que ça nous dit beaucoup. Donc, c'est toujours intéressant d'aller gratter des problèmes d'observance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou d'inobservance. Donc, dans ce cas-là, pourquoi les patients sont en retard? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont consommé autre chose? Est-ce qu'ils en ont pris plus, ils en ont pris moins, etc. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Là, juste d'aller... Puis, il ne faut pas arriver, naturellement, quand on aborde ces questions-là, d'une façon vraiment comme la police. C'est juste vraiment une discussion ouverte. On veut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Justement, dans l'optique, est-ce qu'on a besoin de faire un ajustement soit à la hausse, soit à la baisse? Est-ce qu'il faudrait ajouter des médicaments? Est-ce qu'il y a une situation vraiment nouvelle qui va demander une référence au médecin ou à l'infirmière? Donc, c'est ça qu'il faut vraiment prendre ce petit 5 minutes-là où la buprenorphine fond pour essayer d'évaluer tout ça. Donc, mais c'est vraiment large parce que, comme on a dit, c'est vraiment d'individualiser le traitement au patient. Puis chaque patient est différent, puis chaque patient va avoir des besoins différents. Donc, Parfait. Merci, Pierre-Benoît. Donc, il reste encore une petite ou 2 minutes, que je relance Isabelle, si tu me permets. Du côté pratico-pratique, du côté infirmière, est-ce que tu as des réflexes ou des questions que tu as développées post-pandémie? Ben, c'est de plus en plus questionner qu'est-ce qu'ils font avec leur TUO. Fait que, des fois, c'est TAO, c'est-à-dire, des fois, ils ont, quand c'est des doses emportées, ils consomment d'autres choses. Fait que des fois, ils les vendent sur la rue. Mais, encore une fois, c'est de les poser sans leur dire, je suis pas là pour faire la police, là. J'aime mieux que ça soit de Suboxone qui soit sur la rue que du fentanyl, là, tant qu'à moi. Mais, c'est de voir un peu c'est quoi leur pattern de consommation, parce que des fois, ils sont plusieurs jours, plusieurs semaines sans prendre leur TAO, puis ils sont partis sur une chire d'une autre substance, des fois d'une autre classe. Fait que ça, je vais plus questionner en mode, est-ce qu'il se met en danger? Fait que je ne penserais pas que ça va être le TAO qui va le mettre en danger, plus que le reste des choses qu'ils vont consommer ou toutes les autres choses. Même chose pour le fentanyl, avec des grosses doses, les benzodiazépines, le contrefait, etc. Fait que ça me permet d'avoir une discussion avec eux, puis de faire de l'enseignement, puis de leur dire aussi que ça peut être dangereux pour leur vie, le reste de qu'est-ce qu'ils consomment. Fait que, ils voient plus ça vers une préoccupation que j'ai pour leur personne que de dire, je vais t'enlever des privilèges ou je vais t'enlever de la médication parce que tu fais pas comme il faut. Je leur dis tout le temps, j'apprécie vraiment que tu me le dises. Là, tu pourrais me le cacher en pensant que je demande tes doses, puis etc. Mais je l'apprécie vraiment. Fait que des fois, c'est ça aussi la discussion qu'on a avec eux. C'est entre, ils me donnent l'information, puis ouf, je viens mal à l'aise dans certaines situations, mais j'aime mieux ça qu'ils soient honnêtes puis qu'on soit capable de travailler dans ce sens-là que de poser des questions en me disant j'espère qu'ils ne me le diront pas, comme ça, je ne le saurai pas, puis je vais faire avec. Mais je pense que il ne faut pas avoir peur de questionner puis d'en faire. Là, puis je regarde je vais parler pour mon champ de pratique, les infirmières praticiennes en première ligne, on n'est pas beaucoup à en faire. Puis si on veut donner de l'accès, si on veut qu'il y ait plus d'usagers qui aient accès à ces traitements-là, il faut que nous, comme profession aussi, on se décloisonne puis qu'on en fasse, qu'on en prenne. Quand on est en première ligne, là, qui ont clairement des signes de mésusage, go. Puis c'est comme ça qu'on devient meilleur avec cette clientèle-là, puis plus à l'aise aussi avec la prescription. C'est en faisant, ou prenant des cas peut-être plus stables des médecins pour qu'eux voient des cas plus complexes, là, mais je pense qu'il faut s'impliquer davantage, puis fait que c'est en gros ça. Merci Isabelle. En fait, la dernière phrase m'amène au dernier bloc, parce que tu me parlais des prochaines étapes du point de vue infirmière, mais
En gros... Julie, j'aurais juste un petit point. C'est vraiment très pratico-pratique. C'est juste que comme là, les suivis, des fois, sont allongés. Donc, ça serait aux pharmaciens, pharmaciennes de juste leur rappeler leur date de rendez-vous. Parce que des fois, on sert la dernière fois, puis là, si on ne leur a pas rappelé, bien là, il manque le rendez-vous, puis voilà. Ça, c'est un bon point, Pierre-Benoît, parce que c'est vrai que, justement, ils n'ont pas toujours un agenda avec eux qui leur fait un petit rappel ou un petit buzz de cellulaire. Donc, voilà. Merci du petit rappel. donc, dans les prochaines étapes, oui, il faut rappeler le rendez-vous. Il faut être impliqué plus du côté infirmière, mais ou sinon, en général, ce serait quoi les prochaines étapes dans le traitement des dépendances? Alicia, on va prendre les questions à la fin. C'est ma dernière question pour les panélistes. Après quelques minutes, je ferai le tour de table pour les questions du public. Je pense qu'il y a plein de prochaines étapes. Au niveau pharmacologique, je pense quand même que, Didier a parlé de la souplesse de la buprenorphine, notre capacité à la commencer d'emblée avec des doses à emporter. On n'a pas parlé aussi du microdosage qu'on fait de plus en plus pour faire les inductions où, de facto, souvent, on va donner des doses à emporter. Je pense que le microdosage va nous aider à faciliter les inductions sur la buprenorphine pour plusieurs de nos patients ou le transfert de molécules. Fait que ça, pour moi, c'est l'avenir. Le passage aux formulations dépôt de buprenorphine au mois, la marque commerciale s'appelle Sublocade, est aussi très intéressante pour plusieurs de nos patients. Un, pour la liberté que ça donne, une injection au mois, tu n'as pas à y penser, tu n'as pas à aller en pharmacie, pour la stabilité sérique, pour la protection contre les surdoses, je trouve que c'est très, très intéressant. Mais aussi peut-être pour les patients plus instables qui continuent d'avoir recours au marché illicite, il y a tout le phénomène de l'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, je ne me lancerai pas là-dedans, mais on est quand même rendu comme clinicien à souvent prescrire, puis juste dans un objectif de traitement qu'on a eu, mais dans un objectif de réduction des méfaits et de retrait de la personne du marché illicite. On veut à tout prix que les gens arrêtent de se procurer des choses sur le marché illicite parce que c'est beaucoup trop contaminé. Donc, pour moi, ces trois choses-là, quand même, augmentent beaucoup nos outils dans nos mains, puis ce qu'on peut faire dans nos discussions. Donc, il y a vraiment des choses très, très intéressantes là, à ce niveau-là. Marie-Ève, merci beaucoup. Je vais prendre un petit dernier commentaire des panélistes. Donc, Suzanne, je vais te laisser le mot de la fin. Puis après ça, on va aller sur les questions du public. Oui, alors je vais être très rapide. Outre les particularités pharmacologiques, je pense qu'il y a aussi toutes les nouvelles technologies de communication avec les patients. Nous, ce qu'on a fait, c'est une clinique qu'on a développée avec Cactus. Donc, les gens sont à Cactus, les patients sont à Cactus, ne sont pas obligés de venir à l'hôpital, un milieu qui est souvent perçu comme désagréable pour les personnes. Fait que je suis sûre que dans tous les milieux à travers la province, il y a moyen de trouver un endroit où les patients ne seront peut-être pas obligés de venir, puis on peut s'arranger avec un organisme pour faire ça en télésanté. J'ai mis un commentaire de participant d'ailleurs dans le chat. On pensait tous que les gens n'aimeraient pas ça, et autant les docteurs que les patients, et on s'est rendu compte que les patients adoraient ça. Ça n'empêche pas qu'on les fait venir de temps en temps pour tout, mais on a même diagnostiqué des abcès, des intoxications en Zoom. Alors, je vous dis, tout est possible. Et c'est fort apprécié des patients pour justement leur permettre de se familiariser un peu avec les équipes et sans être sortis de leur milieu puis mis dans un milieu qui leur est artificiel. Merci beaucoup, Suzanne. Le temps, il file. Donc, si vous devez quitter à 13h, je comprends. On va rester quand même un peu plus tard que 13h pour essayer de répondre le plus possible aux questions. Donc, si vous en avez, soit vous les écrivez dans le chat ou vous pouvez toujours prendre la parole si vous avez un micro de disponible. Il y a des questions. J'ai vu qu'Alicia avait levé la main tantôt. Je ne sais pas si vous avez encore la question, sinon c'est bien correct. Oui. En fait, c'est plus un commentaire. Je suis arrivée un peu vers la fin, navrée, mais c'était un peu dans la lignée de vos questionnements, puis un peu l'entonnoir. Je me présente rapidement. Je suis la coordonnatrice du site fixe et de la salle de consommation Aspect de rue et on fait de la télémédecine avec le CHUM aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui ont changé, qui ont été soulevées. Là, moi, je me questionnais, c'est quoi pour la suite, nos inquiétudes, qu'est-ce qu'on pourrait élaborer le plus en sachant que nos milieux communautaires
on participe aussi à travers l'éducation, le maintien du traitement, les préventions des surdoses. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire de plus ou est-ce qu'on a des inquiétudes? Est-ce que au niveau des communications, des outils ou de qu'est-ce qui serait innovant? Là? Je me questionne par rapport à ça. Parce qu'on a rarement la chance de se jaser tout ensemble en lien avec cette thématique. Pour moi, en tout cas, c'est sûr, surtout étant donné qu'on parle de salles de conso supervisées, pour moi, le rôle des organismes communautaires qui supervisent déjà l'injection, ça va être super intéressant de voir au niveau des traitements agonistes injectables, voir comment on pourrait s'organiser pour que ça soit donné localement. C'est très fastidieux là, pour les personnes de venir chez nous, dans nos cliniques, 2-3 fois par jour. Ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas bien pour toutes les raisons que Suzanne a dites. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un peu comme le CHUM l'a fait en téléconsultation ou en tout cas de voir les patients une couple de fois, puis après ça, ben, continue ta vie normale, puis au lieu de t'injecter quelque chose de contaminé, ben, injecte-toi un médicament injectable en service d'injection supervisée. Pour moi, ça, c'est une des prochaines étapes qui serait vraiment tripante, intéressante, puis aidante pour les personnes qui continuent de s'injecter, là, qui ont besoin d'un traitement agoniste injectable. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je vais passer à la prochaine question. Julien? Je suis infirmier en psychiatrie et toxicomanie au CHUM. C'est super intéressant, puis j'ai apprécié entendre parler de la flexibilité. Je me demandais, avec tout le safe supply là, qu'on a, qui est quasiment rendu la norme, qu'est-ce qu'il y en est de la flexibilité avec ça? Puis est-ce qu'on réfléchit à ça à moyen terme sur est-ce qu'on va être plus flexible avec le safe supply? Est-ce que c'est hors des questions? Puis voilà. Julien, juste pour clarifier, en tout cas, nous, ici, le safe supply est donné à la même fréquence que le TAO. Fait que si quelqu'un a du safe supply avec de la méthadone puis qu'il va chercher sa méthadone toutes les 2 semaines, il y a 2 semaines de safe supply qui lui est servi aux mêmes dates et services et de la même façon et sans supervision. Fait que je pense que même le safe supply, qui était quelque chose qu'on faisait très peu il n'y a pas si longtemps, maintenant on le fait à la mode très souple. Je ne sais pas si tu es d'accord, Marie-Ève, là, mais on est rendu, je dirais, dans un système qui est quasiment déréglementé, dans le bon sens du terme. Je pense que dans les choses qu'il va falloir faire dans les mois et les années, puis c'est déjà en cours, puis c'est déjà en réflexion, c'est d'évaluer un peu ce qu'on est en train de faire. Parce que on s'est lancé vite dans tout ça. Pandémie oblige, et tant mieux je pense, pour les patients. On a encore relativement peu de données. Puis il faut savoir que le Canada et le Québec en particulier est très en avance, par exemple, par rapport à l'Australie et par rapport aux États-Unis là-dessus. Fait que ça va être intéressant de voir comment tout ça va être évalué, puis qu'est-ce que les résultats vont nous dire. Parce que là, on est tous convaincus de notre bonne volonté et de nos bonnes intentions. Ça va être le fun et intéressant de voir, puis avec des organismes comme SPEC puis comme Cactus, il y a peut-être des pépins qu'on est en train de créer aussi, puis il va falloir s'ajuster vite. Fait qu'il va falloir regarder ça de façon assez rapide. Merci beaucoup, Suzanne. Je vais passer la parole à Émilie, s'il vous plaît. Oui, ma question est un peu similaire à celle de Julien, mais je pense qu'on est tous d'accord dans le milieu qu'on veut plus de flexibilité, que ça peut que être avantageux pour les patients, mais il y a quand même une limitation inhérente à la méthadone, c'est-à-dire qui fait qu'elle est plus dangereuse que la Suboxone. Est-ce que ça, c'est un mythe? Est-ce qu'il faut arrêter d'avoir peur de donner des doses? Je veux dire, moi, j'ai fait ma spécialisation comme post-Covid, donc la Suboxone, je suis comme super... J'ai vu tout le monde donner des mois et ça me stresse moins, mais c'est vrai que la méthadone, de donner 1 mois à la fois, j'ai rarement vu ça. Puis, comment est-ce que vous naviguez ça? On veut augmenter la flexibilité, mais il y a quand même des limitations avec la méthadone. Donc, Allez, vas-y, Suzanne. Écoute, je pense que je peux répondre. C'est sûr qu'il y a une différence entre un patient qui commence un traitement et un patient qui est déjà stabilisé. Je pense qu'on a tendance à être beaucoup plus flexible et confortable avec un patient qui est déjà sous traitement, qui nous démontre qu'il va à la pharmacie régulièrement, il n'y a pas eu d'overdose, qui sont toutes des choses qu'on peut vérifier facilement avec les pharmaciens et dans le DSQ. Quand on voit qu'un patient a eu du Narcan 5 fois dans la dernière semaine,
on fait, ben là, peut-être qu'on va se avoir une petite gêne pour lui donner plein de doses si c'est ça qu'on a fait avec lui. Fait que je pense qu'on a des outils pour voir comment les patients vont. Je pense qu'il faut être prudent, très prudent en début de prescription de méthadone, parce qu'on sait, les études là, démontrent que les décès avec la méthadone surviennent en règle générale pendant cette phase-là. Alors, mais, tu sais, j'ai des patients qui sont sous méthadone depuis 25 ans, qui travaillent. Ceux-là, j'ai aucune hésitation à leur donner beaucoup de privilèges avec leur méthadone. Fait qu'il faut vraiment évaluer le patient et sa situation en se souvenant qu'effectivement, c'est un peu plus risqué avec la méthadone d'y aller un peu trop rondement, surtout en début de prescription. Puis il faut voir comment le patient va évoluer. Mais encore là, ça revient à la question de quoi on a peur, parce que effectivement, puis je pense qu'il faut juste toujours se poser la question. Si ce que vous avez peur, c'est que le patient fasse une surdose, bien, comme Suzanne dit, c'est vrai qu'en début de traitement, un agoniste puissant comme la méthadone qui prend du temps à avoir une stabilité sérique, il y a des enjeux particuliers, surtout s'il prend de l'alcool ou d'autres sédatifs. Après ça, est-ce que c'est de ça qu'on parle ou c'est un patient qui vit dans un endroit où il y a plein de consommateurs, il n'est pas capable de barrer ses doses de méthadone? Donc, toutes ces situations-là, à mon avis, méritent d'être regardées, puis je ne suis pas sûre. Donc, oui, il y a des particularités dans la méthadone que Suzanne a nommées. Et oui, c'est un agoniste pur, alors que la buprenorphine, c'est un agoniste partiel. Donc, il y a des enjeux inhérents dedans. Après, peut-être que ces enjeux-là, dans un cas d'un patient spécifique, ne sont pas du tout là, parce qu'on le connaît depuis longtemps, parce qu'on le transfère de molécules, que sais-je. Donc, je pense qu'il faut faire attention justement à polariser les choses puis à se dire, ben, tu sais, qu'est-ce qui est en train de se passer là, dans le ici et les maintenant, parce qu'il y a aussi des risques à ne pas donner de doses à emporter. Et on peut induire des patients qui vont arrêter leur traitement parce qu'ils n'en peuvent plus de ce qu'on les contraint puis qu'on les met. Fait que je veux juste rappeler que d'un bord ou de l'autre, il y a toujours des pour et des contre. Puis c'est un peu ça la démarche qu'on vous propose dans l'outil, c'est de dire si je le fais, qu'est-ce qui peut se passer, de quoi j'ai peur, c'est quoi les risques, est-ce que je les ai analysés. Mais si je ne le fais pas, peut-être que le patient ne sera plus capable de retourner travailler. Peut-être que le patient va lâcher parce qu'il est à bout. Puis là, il va être à risque de surdose, etc. Donc, on sait aussi que les patients qui n'ont pas de traitement ou qui arrêtent leur traitement sont hautement à risque de surdose. Fait que, il faut toujours balancer les pour les. Mais c'est super intéressant, puis ça revient toujours au jugement clinique, puis vers les risques versus les bénéfices, même dans les médicaments en général, au-delà de que ce soit la méthadone ou la Suboxone. Je vois que Simon, tu as une question, fait que je te laisse la poser. Oui, bonjour tout le monde. La Suboxone, on veut de plus en plus qu'à peu près n'importe quel médecin soit capable de la prescrire. La plupart des gens qui travaillent en dépendance sont assez flexibles avec la Suboxone, mais c'est encore présenté dans les guides qu'on peut être plus flexible, mais c'est pas écrit qu'on devrait être plus flexible. Puis je me demande, est-ce qu'il y aurait lieu de faire des démarches pour que, en fait, la norme soit plus qu'on devrait donner plus de flexibilité pour faciliter, puis qu'il faut justifier pourquoi on ne le fait pas. C'est un peu ce qu'on fait habituellement. Tu sais, si on prescrit un benzo à la journée, quelqu'un qui n'a pas de dépendance, mais on va dire c'est parce qu'on a peur qu'elle abuse, alors que la norme va être souvent de servir à la semaine ou au mois. Fait que je me demandais si vous pensez qu'il fallait aller dans ce sens-là. Ben, j'ai relu le guide du collège là, juste pour voir, puis on est pas mal flexible au Québec. En tout cas, on peut se taper dans le dos de nos autres professionnels. On est surtout pour la buprenorphine, et probablement qu'on n'était pas loin des résultats d'Optimal à ce moment-là, mais on dit quand même que normalement, pas vraiment de problème, allez-y jusqu'à 1 mois. Il y a peut-être plus d'enjeux avec la méthadone, puis encore là, on ne dit pas non. Puis on dit, encore une fois, ben, peser les risques. Donc, après ça, ben, effectivement, je pense que ce que tu dis, Simon, aussi, c'est qu'on est habitué beaucoup de mettre d'attention là-dessus. Puis je pense que là où on devrait insister un peu plus, c'est de dire, avez-vous regardé toutes les barrières que ce patient-là est en train d'avoir à combattre? La barrière de la dose tous les jours en pharmacie en est certainement une majeure, que les patients nous disent qu'ils n'en peuvent plus puis que ça les empêche de reprendre une vie normale, puis ça les contraint dans un rôle vraiment de... Bon, mais
d'arrêter, tu sais, d'avoir toujours notre lunette là, autour du patient. Fais-tu bien ça? Y es-tu correct? Puis de dire, nous, est-ce qu'on a tout fait ce qui est possible dans les barrières possibles et imaginables pour faciliter l'accès et la rétention en traitement de ces personnes-là, étant donné le contexte de crise des surdoses dans lequel on est. Tu sais, je pense que c'est ça le shift de paradigme qu'il faut faire, puis enseigner. Puis oui, des fois, il y a des patients qui vont peut-être revendre, puis peut-être qu'il y aura tata une fois de temps en temps, mais à tout prendre, je pense qu'on devrait tourner la lunette vers nous, puis dire, bon, est-ce que nous, on a regardé ça? Est-ce qu'on est en train d'aider cette personne-là à faire tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne, ce traitement-là? Bien, merci beaucoup. Je pense que ça a été très riche. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ce webinaire-là avec toutes les questions. Donc, on a dépassé un peu 13 heures. On s'en excuse, mais j'espère que vous avez trouvé ça enrichissant. N'oubliez pas, vous allez recevoir un courriel où vous puissiez nous parler de vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer pour les futurs. Puis, n'oubliez pas non plus de remplir le questionnaire post-session. Il y a 2 cartes cadeaux à gagner si vous remplissez les questionnaires avant et après. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de se revoir. Merci à toi, Julie. Merci. Est-ce que je pourrais avoir le mot de la fin parce que j'ai pensé à un petit truc vraiment pratico-pratique qui est intéressant aussi, c'est le transfert des prescriptions de narcotiques qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça augmente beaucoup la flexibilité pour les patients et également la prolongation. Donc, on a beaucoup de patients, là, vendredi après-midi, ça finissait un vendredi, ils ont manqué leur rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait pour la fin de semaine? Bien, on peut prolonger jusqu'au lundi. Ça enlève beaucoup de crises. Pierre-Benoît. Merci. Et ça sauve bien des consultes à l'urgence le samedi matin. Oui, oh là là, oui. Donc, c'était le plus beau mot de la fin, Pierre-Benoît. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à tous.